Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Je ne suis pas chez moi, mais j'ai pensé toute la journée à ce PSG, Real Madrid, et j'ai trop de choses à dire. On va donc analyser ce choc à travers un tableau tactique à l'ancienne. Oui, c'est un peu artisanal, mais parfois, c'est ce qu'il faut pour bien comprendre un match de foot. Alors installez-vous confortablement. Prenez un café comme moi, parce que ça va être long, mais passionnant. Lou pointe vers la gauche. Pourquoi cette vidéo? Beaucoup m'ont demandé de faire une prévision sur ce PSG Real, et je vais le faire à fond. On va parler tactique, stratégie, mais surtout, je vais prendre position. Oui, je vais me mouiller. Qui doit jouer? Qui doit rester sur le banc? Quel compo pour Xavi Alonso? Et surtout, comment battre ce PSG? Presse-papier 2. Les absents et les choix clés. Côté Real Madrid, il y a débat. Vinicius et Mbappé ensemble, Gonzalo Garcia en remplaçant, et surtout, Tchouaméni doit-il redescendre en défense centrale en l'absence de Rudiger? Côté PSG, pas de William Pacho, suspendu. Ce sera probablement Beraldo en charnière centrale, ce qui est un cran dessous. Engrenage 3. Le PSG, info 4-3-3. Sur le papier, le PSG évolue en 4-3-3. Mais dès qu'ils ont le ballon, le système se transforme. Alors voyons ça. Au milieu, Vitinha en 6, Joao Neves en 8, Fabian Ruiz à gauche. Devant, Kvaratskhelia à gauche, Barcola ou Dembélé à droite, avec Gonzalo Ramos ou Asensio en faux neuf. En défense, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Marquinhos et Beraldo dans l'axe. Mais avec le ballon, voilà ce qui se passe. Kvaratskhelia reste collé à la ligne de touche, il étire le jeu. Hakimi fait la même chose à droite, il monte pour étirer le bloc adverse. Par contre, Dembélé ou Barcola rentrent à l'intérieur, dans le demi-espace. Ils ne gardent pas la largeur. Le PSG forme alors une ligne de 3 défenseurs derrière, avec Nuno Mendes qui rentre dans l'axe, et un carré au milieu avec Vitinha, Neves, Fabian et le faux neuf. C'est très fluide, très intelligent. Luis Enrique a recréé une sorte de 3-2-5 ou de 3-1-6 en phase offensive, avec des joueurs entre les lignes et une énorme densité à l'intérieur. Bouclier 4. Le Real Madrid, comment défendre ça? Sous Xavi Alonso, le Real Madrid ne défend pas en 4-3-3. Non, il défend en 5-4-1. Le troisième défenseur central est souvent Alexander-Arnold, qui glisse dans l'axe. On recule un des milieux, généralement Tchouaméni, pour former une ligne de 3 derrière, avec les latéraux très bas. Sur les côtés, Arnold devra affronter Kvaratskhelia dans un duel crucial. Et comme on le sait, Arnold est fort balle au pied, mais souvent en difficulté défensivement. Lou pointant vers la droite, et c'est là que Valverde devient essentiel. Si Valverde vient se positionner côté droit, en relais d'Arnold, il pourra aider à fermer les espaces contre la combinaison Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Nuno Mendes. Ce triangle-là est l'une des armes fatales du PSG. Il faudra donc que Valverde soit le ciment du bloc, le joueur qui bouche les trous, couvre les montées et empêche la supériorité numérique parisienne dans cette zone. Sin avertissement 5. Pourquoi pas une ligne de 4? Certains pourraient dire, pourquoi ne pas défendre à 4? Parce que face à un PSG qui place 3 joueurs entre les lignes, Fabian, le faux neuf et Dembélé, une défense à 4 est trop vulnérable. Il y aurait toujours un joueur libre dans le dos ou entre les lignes. En 5-4-1, le Real peut former un vrai pentagone défensif, avec 2 milieux devant la défense, Valverde et Gullet ou Camavinga, et 3 centraux bien alignés. Cela permet de contenir le cœur du jeu du PSG, qui est très axial. Feu 6. Et en attaque, alors? C'est la grande question. Vinicius, Mbappé, Gonzalo Garcia. Peut-on aligner les 3? Xavi Alonso a souvent privilégié 2 attaquants, notamment Mbappé plus Garcia ou Vinicius plus Garcia. Avec 3 attaquants, tu perds un homme au milieu, tu risques de te faire dominer à la construction. Mais si Gonzalo Garcia ne joue pas, le Real perd un joueur capable de fixer la défense centrale, de gagner des duels de haut but et de libérer Mbappé ou Vinicius dans la profondeur. C'est un choix cornélien. Et c'est pour ça que ce match est si fascinant. Court-but conclusion. Comment battre le PSG? En fermant les couloirs intérieurs grâce à une ligne de 5. En couvrant les latéraux par des milieux mobiles comme Valverde. En gardant un double pivot compact pour empêcher les triangles parisiens de se former. Et surtout, en profitant des erreurs de relance de Beraldo et des espaces laissés par Hakimi ou Mendes. Le Real Madrid a les armes. Mais il faudra un match parfait. Défensivement d'abord, tactiquement surtout. Mégaphone pour acclamation et vous?
Quel compo allez-vous face au PSG? Vinicius, Mbappé, Garcia ensemble? Tchouaméni en défense? Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve très vite pour la version offensive du plan de match du Real. Le cœur du problème, le flanc gauche du PSG. Et c'est là que se joue l'un des plus grands duels de ce PSG, Real Madrid. Pas seulement à cause des profils en face, mais aussi pour une raison simple. Le Real est le plus dangereux offensivement sur le côté d'Alexander-Arnold. On l'a vu dans les précédents matchs, c'est de ce côté que viennent les meilleures situations du Real. Pourquoi? Parce qu'Arnold est un maître pour casser des lignes avec ses passes. Il filtre les ballons comme peu de joueurs au monde. Mais il a un talon d'Achille, et on le connaît tous, la défense. Et c'est là que le rôle de Valverde devient fondamental. Valverde, le ciment défensif. Quand le Real doit défendre, Valverde doit constamment venir couvrir Arnold. Et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur Nuno Mendes? Le latéral gauche du PSG ne reste pas collé à la ligne. Non, il fait ce qu'on appelle une course intérieure dans le demi-espace entre le central et le latéral. Et ça, c'est l'un des mouvements les plus déstabilisants du PSG cette saison. Index ouvert pointant vers la droite blanc pour éviter que Nuno Mendes ne soit ce joueur libre qui casse la structure défensive madrilène, il faut un joueur placé à droite du pentagone, ce fameux bloc défensif en 5-4-1 dont on a parlé dans la première partie. Sin avertissement le danger si Bellingham ne replie pas. Et ce joueur, aujourd'hui, c'est Jude Bellingham. Mais voilà la question. Est-ce que Jude va vraiment faire ses efforts défensifs? Parce que s'il reste déconnecté avec Gonzalo Garcia et Vinicius, alors Nuno Mendes aura le champ libre pour faire ses courses. Et là, tout le système s'effondre. Voici ce qui se passe dans ce cas. Arnold suit Kvaratskhelia. Tchouaméni suit Fabian Ruiz dans le demi-espace. Valverde est aspiré par Kvaratskhelia ou Mendes. Et la zone entre les lignes, la fameuse zone 14, est laissée à l'abandon. Courbus c'est précisément là que Joao Neves ou Vitinha peut se projeter et créer une supériorité numérique totale face à un Arda Güler seul, sans couverture. Tableau avec tendance descendante, le risque du trio Vinicius, Mbappé, Bellingham. Et c'est ici que je vais me mouiller à nouveau. Parce qu'en voyant ces structures, en analysant le jeu du PSG et celui du Real, je suis convaincu d'une chose. Le Real ne peut pas débuter avec Vinicius, Mbappé et Gonzalo Garcia ensemble. Et je vais même aller plus loin. Vinicius, Mbappé, Bellingham, ce trio, ça ne me semble pas viable non plus. Pourquoi? Parce que Gonzalo Garcia est le seul des trois qui replie réellement. Il court, il presse, il fait les retours défensifs. Et ça, c'est indispensable dans une demi-finale aussi exigeante tactiquement. Ni Vinicius ni Mbappé ne le font au même niveau. Bellingham, pièce essentielle du système défensif. Alors oui, Bellingham aide défensivement. Il a cette mentalité, ce volume. Et c'est justement pour ça que je pense qu'il doit jouer dans le cœur du jeu, au centre du pentagone, là où il pourra venir colmater les brèches laissées par Mendes et Fabian Ruiz. Si Nuno Mendes part dans le demi-espace, si Fabian glisse entre les lignes, si Valverde est aspiré sur Kvaratskhelia, flèche droite noire, alors Bellingham doit venir se positionner entre Arnold et Tchouaméni. C'est lui le lion. Sans lui dans cette zone, c'est la catastrophe annoncée. Punaise, conclusion de cette deuxième partie. Le duel Kvaratskhelia vs Arnold est le plus chaud du match. Valverde et Bellingham sont les deux joueurs clés pour contenir la vague parisienne côté gauche. Le Real doit jouer en 5-4-1 avec un vrai repli des joueurs offensifs, sinon le pentagone s'écroule. Enfin, le trio Vini-Mbappé-Bellingham est trop léger défensivement. Il faut un Gonzalo Garcia pour équilibrer, presser et compenser les montées adverses. Le rôle crucial du pentagone en phase défensive. Et donc, famille, comme je vous l'expliquais, tout repose sur le pentagone défensif du Real Madrid. Ce fameux 5-4-1 avec un bloc médian extrêmement bien organisé. Pourquoi? Parce que le PSG a plusieurs armes. Et l'une d'entre elles, c'est le jeu intérieur qui vient compléter parfaitement les attaques sur les côtés. Et là encore, tout va dépendre d'un nom, Jude Bellingham. Gyrophare voiture de police quand Kvaratskhelia rentre à l'intérieur. Un scénario que le PSG répète très souvent, c'est le suivant. Kvaratskhelia rentre dans l'axe. Résultat, Arnold le suit. Logique. Mais alors, tout le couloir gauche reste libre. Et qui en profite? Nuno Mendes. C'est pour ça qu'on dit que ce latéral est une vraie arme de déstabilisation. Il dédouble dans l'espace que Kvara libère. Et qui doit le suivre? Encore une fois, Bellingham. Mais si Bellingham ne le suit pas, soit parce qu'il reste dans l'axe pour contenir Vitinha, soit parce qu'il est trop,
alors c'est Valverde qui doit compenser. Et là, on revient à ce qu'on disait au début. Valverde joue presque comme un faux latéral droit, comme dans le match précédent. Index pointant vers la droite blanc, ce type de permutation du PSG ailier dans l'axe plus latéral dans le demi-espace, c'est une constante. Et c'est l'un des mouvements les plus létaux de leur animation offensive. Construction de bâtiments, le PSG attaque aussi plein axe. Que fait le Real? Mais attention, le danger ne vient pas que des ailes. Le PSG s'est aussi attaqué par l'intérieur. Et ce qu'on voit souvent, c'est ceci. Le ballon est dans les pieds de Vitinha. Nuno Mendes monte dans l'axe pour attirer Bellingham avec lui. Et pendant ce temps, Vitinha redescend en troisième défenseur central pour amorcer la relance. Punaise, c'est une construction à 3 très fluide. Et ça permet au PSG de libérer des espaces plus hauts pour des combinaisons intérieures. La supériorité numérique parisienne dans l'axe. Là, il y a un autre mouvement essentiel. Dembélé ou Barcola redescend en faux neuf dans l'axe. Ce n'est pas juste un ailier qui reste collé à la ligne. Non, il décroche au cœur du jeu et il crée quelque chose de très dangereux. Flèche droite noire, une supériorité numérique au milieu de terrain. Flèche droite noire, 3 Parisiens dans le cœur du jeu. Dembélé, faux neuf, Joao Neves, Nuno Mendes. Flèche droite noire face à eux. Valverde et Arda Güler, parfois isolés. 3 contre 2. Et là, le piège est clair. Les défenseurs centro-madrilènes ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués par d'autres joueurs. Marquinhos ou Beraldo collent Vinicius ou Mbappé. Fabian Ruiz ou Barcola vient se placer entre le central et le latéral dans l'espace de doute. Punaise, c'est là que naît le déséquilibre. Sinotension Hakimi en finition dans l'axe, danger total. Ce que cela ouvre comme espace, c'est une autoroute pour Achraf Hakimi. Comme au bon vieux temps du Real Madrid, Hakimi part de la bande, dédouble et termine ses actions dans la surface comme un attaquant. C'est presque du football total à la hollandaise, version 2025. Et dans ce système, si le Real n'a pas un bloc compact et discipliné, Hakimi va finir par se retrouver seul dans la zone de finition. Et là tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce qu'un défenseur central ne sort pas sur Dembélé pour fermer cet espace? Réponse, parce que c'est trop risqué. Trop d'espace, trop de mètres à couvrir. Le PSG attend ce mouvement pour plonger dans le dos. Court au but ce que doit faire le Real, refermer toutes les lignes de passe. Pour éviter ce chaos, le Pentagone doit absolument se replier. Il doit couper toutes les lignes de passe intérieure. Si Vitinha reçoit et regarde vers l'intérieur. Si Dembélé ou Barcola décrochent entre les lignes. Si Mendes ou Neves cherchent à percer plein axe. Index ouvert pointant vers la droite blanc, le bloc de 5 plus 4 du Real doit glisser ensemble et refermer tous les espaces. Valverde doit suivre le faux neuf. Bellingham doit suivre Mendes. Arda Güler doit coller Joao Neves. Et surtout, les attaquants du Real doivent gêner la relance. Punaise, conclusion de cette troisième partie. Le PSG a plusieurs variations offensives, côté et axe. Le mouvement de Dembélé ou Barcola en faux neuf est un poison, car il crée la supériorité dans l'axe. Hakimi est un danger majeur en finisseur. Le pentagone du Real Madrid doit constamment s'ajuster, coulisser, bloquer, fermer les lignes. Et pour ça, il faut une discipline collective irréprochable. Sinon, le PSG ouvrira les espaces, et dans les espaces, il tue. Le piège du Pentagone. Comment le Real peut enfermer le PSG? Alors maintenant, famille, on entre dans la clé finale de ce bloc défensif du Real, ce que j'appelle le piège pentagonal. Et ça, c'est fondamental. Parce que l'objectif de ce pentagone, ce n'est pas seulement de couvrir, c'est d'étouffer. Dès que le PSG veut construire par l'axe, le pentagone se resserre, il ferme toutes les lignes de passe. Résultat, le PSG est forcé à jouer sur les côtés. Et une fois qu'ils y sont, tout bascule. Gonzalo Garcia coulisse, Bellingham presse le porteur côté ballon, Valverde ferme l'intervalle avec Fabian Ruiz, et Arda Güler couvre la ligne suivante. Même Vinicius ou Mbappé viennent fermer en retrait. À ce moment-là, toute la bande est condamnée. Le PSG est pris en étau, obligé de reculer. Et si le Real continue de tourner, d'anticiper les passes, le ballon finit par revenir plein axe, là où le Pentagone attend, avec 5 joueurs prêts à récupérer. C'est là que tu comprends toute l'importance de l'intensité collective. Sin avertissement, le dilemme Vinicius-Mbappé, des stars pas toujours compatibles, et c'est pour ça, famille, que je vous le dis clairement. À l'heure actuelle, j'ai du mal à voir Vinicius et Mbappé alignés ensemble d'entrer dans un match comme celui-là. Pourquoi? Parce que ni l'un ni l'autre ne replie comme Gonzalo Garcia, ni avec l'intensité de Jude Bellingham. Ce sont des génies offensifs,
Aucun doute. Mais dans le système de Xavi Alonso, on défend à 11. Et si tu veux que ce pentagone fonctionne, il faut courir ensemble. C'est ce qu'a toujours dit Xavi Alonso. Courir ensemble. Et aujourd'hui, celui qui colle le plus à cet esprit, c'est Gonzalo Garcia. Il presse, il replie, il aide. En ce moment, il est le chaînon entre l'élite technique et le sacrifice tactique. Presse-papier mon 11 probable côté Real Madrid. Donc, si je devais projeter un 11 aujourd'hui, ce serait Fran Garcia à gauche, Arnold à droite, Asensio, Rudiger dans l'axe, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler au milieu. Et devant, Vinicius, Gonzalo Garcia et Bellingham ou Mbappé. Mais pas les deux en même temps d'entrée. Pas dans un match où le pressing et le repli conditionnent tout. Épée croisée, et maintenant, comment le Real Madrid peut attaquer le PSG? Passons à l'autre côté du ballon. Parce que oui, le Real aussi a ses armes, et elles peuvent faire très mal. Quand le PSG recule et abandonne le pressing, il redescend en 4-1-4-1, avec Beraldo, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi. Un seul récupérateur, Vitinha, juste devant la ligne défensive. Et un carré offensif Neves, Fabian, Kvara, Dembélé. Avec un seul neuf, Barcola ou Asensio, Dembélé. Et là, Xavi Alonso a deux cartes majeures, l'amplitude et la projection verticale. Règle droite l'amplitude avec Fran Garcia et Arnold. Comme on l'a vu face à Dortmund, Fran Garcia est essentiel. Il crée la largeur à gauche, comme Arnold à droite, même si Arnold monte un peu moins, il garde une hauteur stratégique pour fixer la ligne adverse. À partir de cette largeur, le Real peut ouvrir les lignes du PSG. Et ce qui suit, c'est fondamental. Vinicius plonge entre le latéral et le central gauche. Bellingham fait le même appel entre le latéral droit et le central droit. Gonzalo Garcia, lui, fixe les deux défenseurs centraux. Ça fait 5 joueurs dans les 25 derniers mètres. Et pendant ce temps, au milieu, Valverde, Arda Güler et Tchouaméni peuvent combiner, alterner jeu court et frappe lointaine. Pourquoi une ligne de 3 en défense n'est pas nécessaire? Et là, je veux insister sur un point tactique. Inutile de garder une ligne de 3 derrière. Pourquoi? Parce que le PSG n'a qu'un seul joueur en pointe, souvent Dembélé. Donc à quoi bon sacrifier un joueur en défense? Index ouvert pointant vers la droite blanc, il faut que Tchouaméni monte. Et quand il monte, tu crées une supériorité numérique offensive. Index ouvert pointant vers la droite blanc, tu peux doubler les couloirs, créer des triangles dans les demi-espaces. Index ouvert pointant vers la droite blanc et tu conserves toujours 2 contre 1 derrière, face à l'unique attaquant parisien. C'est pour ça que dans la phase offensive, le Real Madrid doit oser. Jouer avec amplitude, verticalité, mais aussi projection des milieux. Fin avec flèche dessus. Conclusion générale de cette analyse tactique. Voilà famille. On a vu comment le Real peut neutraliser le PSG en refermant l'axe avec ce pentagone. Pourquoi le choix des titulaires offensifs sera décisif, notamment Vinicius Mbappé. Comment le Real peut attaquer avec une vraie largeur, des appels tranchants et des milieux créatifs qui se projettent. Et je vous le dis, ce match, c'est une partie d'échecs. Et comme toujours dans les grandes soirées, eux qui respectent le plan de jeu gagneront la guerre des espaces. Supériorité numérique au cœur du jeu. Comment Madrid peut frapper entre les lignes? Et maintenant, famille, parlons du dernier point qui peut vraiment faire basculer ce match, la zone entre les lignes. Cette fameuse zone 14, là où tout peut exploser, ou se refermer. Quand Tchouaméni monte au milieu, et que le Real se positionne, tu te retrouves avec un trio Valverde, Tchouaméni, Arda Güler contre seulement 2 Parisiens, Joao Neves et Fabian Ruiz. Résultat, supériorité numérique immédiate. Et ça, c'est déjà une brèche. Et parfois, on verra même Arda Güler venir s'incruster dans la ligne défensive, comme un troisième central, juste pour aider à sortir proprement le ballon. Il attire un joueur, il fixe, et derrière, ça libère des espaces entre les lignes. Et là, tu peux être sûr que Bellingham et Vinicius vont se régaler. Sinon, attention pourquoi Gonzalo Garcia est crucial, même dans les appels sans ballon. Mais attention, famille, pour que ça fonctionne, il faut du mouvement sans ballon. Et c'est là que Gonzalo Garcia est irremplaçable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va bloquer Marquinhos, fixer la charnière et permettre à Vinicius de recevoir libre entre les lignes. Imagine, Arda Güler vient fixer Joao Neves, puis relance sur Tchouaméni, qui trouve Vinicius lancé. Et si Hakimi sort sur Vinicius, Fran Garcia est déjà en course. Si Hakimi reste avec Fran Garcia, Vinicius est seul. Tu ne peux pas tout couvrir. Et ça,
C'est uniquement possible si Gonzalo fait le sale boulot sans ballon. Même chose côté droit. Arnold écarte, Bellingham plonge entre les lignes, Gonzalo va fixer l'autre central. C'est le même schéma, en miroir. Et dans cette Coupe du Monde des clubs, le trio qui a le plus joué ensemble, c'est Gonzalo Garcia, Bellingham, Vinicius. Ils se connaissent, ils se trouvent, et ça peut faire mal. Construction de bâtiments, la défense centrale et le catch Tchouaméni. Pourquoi Asensio peut surprendre? Alors oui, il y a la blessure de Eugénie Valverde. Et c'est pour ça que je pense que Tchouaméni devra jouer ce double rôle, celui de libéraux défensif et de milieu relanceur. C'est dur, mais c'est nécessaire. Et c'est là que j'inclus Asensio dans mon ose. Parce que si tu mets Rudiger et Tchouaméni seuls dans l'axe, sans Asensio, tu perds la structure. Tu perds cette capacité à défendre proprement et relancer haut. Donc oui, même si sa saison n'a pas été parfaite, Asensio peut être précieux. Graphique à bas récapitulatif du plan de Xavi Alonso. Pour moi, voici le scénario que Xavi Alonso prépare. Défense à 5 avec Fran Garcia, Arnold, Rudiger, Asensio et Tchouaméni. Attention maximale à Carrasco sur le côté gauche. Vigilance absolue sur le faux neuf, que ce soit Dembélé ou Doué, quand il décroche pour créer la supériorité au cœur du jeu. Et enfin, l'endroit où Madrid peut vraiment gagner le match, c'est entre les lignes. Créer la supériorité numérique au milieu. Et s'il ferme l'axe, alors attaque par les ailes, avec Fran Garcia qui est en feu. Le Real a toutes les armes. Cœur rouge, conclusion personnelle, plus pronostic final. Voilà famille. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'ai mis tout ce que j'ai analysé, tout ce que j'ai observé sur ces deux équipes, parce que je veux que, quand vous regarderez ce match, vous sachiez où regarder, quel mouvement anticiper, où se jouera la bataille. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, je vais me mouiller. Franchement, c'est très dur de choisir, parce que j'adore ce que propose le PSG cette saison. Et en face, le Real de Xavi Alonso, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. Une vraie identité, une vraie profondeur tactique. Mais si je dois trancher, je pense que le PSG va gagner. 3-2. Un match fou. Un match de feu. Mais je vois Paris passer en finale. Pourquoi? Parce que les deux équipes ont beaucoup d'armes offensives et défensivement, elles sont diminuées. Il y a eu des blessures, des absents comme William Pacho ou Eugénie côté Real. Et ça, dans un match de ce niveau, ça pèse. Voilà famille. Si cette vidéo vous a aidé, si vous avez appris des choses, mettez un gros like, partagez-la et abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, on sera de retour dans le setup habituel. Je vous aime fort, prenez soin de vous et vive le foot. Cœur rouge ballon de football. Souhaites-tu maintenant que je recolle les 5 parties dans un seul bloc propre et fluide, prêt à lire ou à tourner en une seule prise?